Bien. Madame la Présidente, Messieurs les directeurs, mes chers collègues, nous sommes ravis de recevoir ce matin Madame Audrey Duval, directrice des affaires corporate et présidente de Sanofi France, ainsi que Monsieur Philippe Charot, directeur Manufacturing et Supply de France, et Pierre Vergriette, directeur financier France, que nous saluons également. Nous souhaitons évoquer avec vous non seulement les perspectives de développement de votre largement fait écho des interrogations, des inquiétudes soulevées par ce projet, et les membres de cette commission sont, je pense, très désireux d'en savoir davantage sur les garanties données par Sanofi dans le cadre de cette session. D'abord concernant le maintien en France de la production de ce médicament essentiel, mais aussi la préservation de tous les emplois, 700 ne serait-ce que dans les seules usines de Lisieux et Compiègne. Avant de vous céder la parole, je me permets de me faire l'écho des salariés et de leurs représentants que j'ai rencontrés lundi dernier devant votre usine de Lisieux qui produit le contingent le plus important du Doliprane que vous commercialisez. Ils ont appris la conclusion d'un accord par voie de presse et sont très inquiets depuis. Vous le savez, ils sont fiers de leur travail, de leur contribution à la santé, au bien-être de nos concitoyens. Ils redoutent évidemment les délocalisations, sont opposés à l'accord à l'aune de ce qu'ils en savent pour l'instant. Ils constatent qu'aucune garantie n'est donnée au-delà de 5 ans, que les sanctions financières prévues en cas de délocalisation, baisse de production ou destruction de l'emploi ne sont pas dissuasives. Et enfin, estiment que l'entrée au capital à hauteur de 2% de l'État ne lui permettra pas de peser dans les décisions de l'entreprise. Je veux donc vous poser quelques premières questions. Et évidemment, il y aura bien d'autres interventions et questions de mes collègues députés de cette commission des affaires économiques. Premièrement, pouvez-vous prendre devant la représentation nationale des engagements fermes quant à la sauvegarde de l'emploi, des conditions de travail et de l'outil industriel? Pouvez-vous formellement garantir que le Doliprane restera produit sur notre territoire, au moins en quantité similaire, non seulement sur 5 ans, mais au-delà? Vous semblez justifier la vente d'Opella par le besoin d'investir dans le développement de nouveaux traitements innovants. Nous souhaitons aussi vous entendre sur ce point avec 2 questions complémentaires. Comment avez-vous utilisé les centaines de millions d'euros d'aide publique reçus précisément pour faire cela à travers le crédit impôt recherche? Au-delà, la cession est-elle la seule solution? Enfin, la cession d'Opella constitue-t-elle une nouvelle manifestation de l'échec ou des limites de la politique menée depuis la crise sanitaire en faveur de la relocalisation sur le territoire national de capacités de production dans le domaine du médicament? Vous savez, beaucoup de promesses avaient été formulées après la crise du Covid. Les acteurs français de la filière avaient pris des engagements. Vous semble-t-il tenu, à commencer par Sanofi? Quelle est la part de la responsabilité des groupes français dans l'érosion de la base industrielle nationale, dans l'affaiblissement de la capacité exportatrice de la France et dans l'aggravation de notre dépendance à l'égard de l'extérieur pour la fourniture des produits pharmaceutiques? Il s'agit évidemment d'un enjeu essentiel pour la souveraineté industrielle de notre pays et pour la protection effective de notre population en cas de crise, comme l'ont montré les défaillances dans la fourniture de paracétamol pendant la crise sanitaire liée au Covid. Merci encore, Madame la Présidente, d'être à nos côtés pour informer les membres de notre commission et leur apporter les explications qui seront, je l'espère, de nature à répondre à leurs inquiétudes et interrogations. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi, comme d'habitude, nous entendrons les orateurs des groupes, chacun pour 4 minutes, réponses comprises, les orateurs individuels, ensuite, pour 1 minute par question. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, bonjour. J'entends vos préoccupations et merci de me donner l'occasion aujourd'hui d'y répondre. Alors, en introduction, j'aimerais revenir sur le projet porté par Sanofi pour le développement de la société Opella, spécialisée dans les médicaments sans ordonnance, et aussi, vous l'avez cité, de la contribution de Sanofi à la souveraineté sanitaire française. Alors, pour comprendre le projet Opella, il faut comprendre le projet de Sanofi. Le défi de Sanofi aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le développement de médicaments et de vaccins innovants. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est répondre aux besoins des milliers de patients dans les maladies pour lesquelles on manquait ou on manque toujours de traitements révolutionnaires. J'aimerais citer quelques exemples. La bronchiolite, avec 6 000 hospitalisations de nourrissons évitées cet hiver en France. La bronchite chronique qui touche aujourd'hui 3,5 millions de Français avec 18 000 décès par an.
la sclérose en plaques qui touche 125 000 Françaises et Français. C'est la deuxième cause en France des handicaps des jeunes dans le pays. Et enfin, nous manquons aussi de vaccins combinés pour les infections respiratoires qui pourraient nous permettre d'éviter 50% des infections, soit 50 000 à 100 000 hospitalisations de moins par an. Donc vous voyez, le défi pour la santé des patients et la résilience de notre système de santé reste immense. Alors comme vous le savez, dans notre secteur, l'innovation, c'est long, c'est coûteux, c'est risqué. En moyenne, il faut 10 ans pour sortir une molécule, investir 2 milliards d'euros et arriver avec un taux de succès de 10% à l'issue des nombreuses étapes de recherche. Cela nécessite donc pour un groupe comme Sanofi de s'inscrire dans un temps qui est long, de dédier des moyens très significatifs, de faire des choix et enfin de se transformer. C'est ça le défi qui se joue pour Sanofi aujourd'hui. Le défi d'Opella, c'est différent. Le défi d'Opella, c'est de répondre de manière agile aux besoins de la santé des consommateurs en faisant rayonner des marques fortes comme Doliprane, mais aussi des vitamines, des compléments alimentaires, dans un marché qui est en plein essor, avec des concurrents, des grands concurrents de la grande consommation américains ou britanniques. Et c'est aussi maintenant que se joue ce défi pour Opella. Il s'agit donc de 2 métiers dans 2 secteurs très différents, et c'est cette opération aujourd'hui qui répond à un double mouvement stratégique. Donc nous devons développer aujourd'hui ces 2 sociétés en parallèle et le faire en trouvant le bon partenaire de choix pour Opella. Alors permettez-moi de revenir sur justement ce partenaire et les garanties de cette opération. Concernant le partenaire, il a été identifié à la suite d'un processus long, rigoureux, structuré, qui s'est achevé avec l'entrée en négociation exclusive avec CDR, qui a fait une offre étayée, financée, réelle et crédible. CDR dispose aujourd'hui de moyens importants, d'une expertise à la fois dans le secteur de la santé, mais aussi de la consommation, et d'un historique de succès dans le développement d'entreprises françaises telles que Rexel ou SPIC. CDR partage avec Sanofi une vision, un projet de développement pour faire d'Opella une grande entreprise française au rayonnement mondial dans le secteur grand public. Concernant, Madame la Présidente, les garanties, des garanties extrêmement fortes ont été données. J'aimerais préciser que tous ces principes et engagements seront confirmés sous condition de finalisation de l'opération et dans le processus des processus sociaux appropriés. Premièrement, Sanofi reste un actionnaire extrêmement significatif avec un droit de veto sur les décisions stratégiques, dont le Doliprane. Deuxièmement, Sanofi, CDR et l'État ont défini ensemble des principes et engagements absolument inédits en lien avec l'emploi, les investissements, l'empreinte et la production industrielle. Troisièmement, l'entrée au capital de BPI France permettra également d'associer pleinement l'État dans l'avenir de la société Opella. Donc concrètement, Opella conservera son siège, ses sites, son empreinte en France sans aucun risque sur les emplois et les sites de production et la recherche. L'entrée en négociation exclusive avec CDR nous permet désormais de rentrer, dès les jours prochains, plus en détail avec les salariés dans le cadre du dialogue social. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le Doliprane? Le Doliprane continuera, lui aussi, à être produit en France, sans aucun impact pour les patients, pour les professionnels de santé. Nous connaissons l'attachement des Français au Doliprane, qui n'est vendu qu'en France. Et il serait absolument impensable de délocaliser, alors que même Sanofi est le premier soutien au projet de relocalisation du principe actif du paracétamol porté par l'entreprise Sequence en Isère. Un engagement qu'Opella continuera. Enfin, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons investi 90 millions d'euros ces 5 dernières années sur les sites de Lisieux et de Compiègne, dont notamment à Lisieux, un investissement de 20 millions qui permet d'augmenter de 40% la production du Doliprane.
Et je sais, par ailleurs, Madame la Présidente, que vous avez eu l'occasion cette semaine de rencontrer les salariés, mais aussi de voir la qualité de nos installations et l'engagement des équipes que je salue ce matin. Par ailleurs, nous organisons dès lundi prochain une autre visite groupée pour les élus. J'aimerais aller sur un deuxième sujet qui en est de la contribution de Sanofi à la souveraineté sanitaire française. La souveraineté sanitaire, c'est quoi? C'est permettre à la France, dans un cadre qui ne peut être qu'européen, de protéger la santé des populations. C'est un objectif que nous partageons tous dans cette salle aujourd'hui. Et soyez-en sûrs, Sanofi est le plus grand contributeur de la souveraineté sanitaire en France. Grâce aujourd'hui à une recherche plus ciblée, plus collective, grâce à un outil industriel à la pointe, modernisé, digitalisé et décarboné. Premièrement, une souveraineté renforcée grâce à cette recherche ciblée et collective. En France, nous allouons de façon annuelle un budget de 2,5 milliards d'euros, faisant de Sanofi le premier investisseur français privé en R&D, tous secteurs confondus. L'innovation scientifique aujourd'hui, c'est forcément être plus sélectif dans ses programmes et ses aires thérapeutiques, je vous le disais, pour les besoins des patients, être plus digitalisé avec un nouvel accélérateur digital pour la recherche à Paris que nous venons d'inaugurer. Enfin, une innovation plus collective, leçon de l'épisode du Covid, avec des partenariats forts. Quelques exemples français. Akemia, une start-up en Île-de-France issue du CNRS qui révolutionne la recherche des nouvelles molécules grâce à l'intelligence artificielle. Paris-Saclay Cancer Cluster, le plus grand partenariat public-privé d'Europe pour la recherche contre le cancer. Enfin, autre exemple, tout récemment, un investissement de 300 millions d'euros avec une filiale du groupe français Orano pour créer le premier français leader de la médecine nucléaire contre le cancer. Soulignons la première approche mondiale avec les radioligands alpha. Deuxièmement, une souveraineté renforcée avec un outil industriel, je vous le disais, plus modernisé, plus intégré, digitalisé et décarboné. Sanofi déploie un plan d'investissement massif de 3,5 milliards d'euros à horizon 2030 à travers 9 des 13 régions françaises. Par exemple, 1 milliard d'euros à Vitry pour doubler nos capacités de production en anticorps monoclonaux et répondre pleinement à l'ambition française via le plan France 2030 sur ces biomédicaments. 500 millions à Neuville-sur-Saône pour construire Modulus, un site flexible, unique au monde grâce au savoir-faire français, dans la production de vaccins, notamment ARN messager, mais aussi faire des biomédicaments que nous avons inauguré en septembre dernier pour s'adapter aux futures pandémies. Troisième exemple, Marcy-l'Étoile, où nous construisons une chaîne de valeur complète sur l'ARN messager pour un investissement de 1,5 milliard. La Normandie, 250 millions investis à Val-de-Reuil pour en faire la plus grande plateforme de vaccins contre la grippe d'Europe avec des efforts de relocalisation. Dernier exemple, 60 millions d'euros investis assisteront pour la création d'une nouvelle unité de lancement de petites molécules chimiques, notamment pour la neurologie. Ce plan de souveraineté renforcée, il est construit avec une seule ambition, équiper la France de toutes les technologies les plus avancées pour produire à l'échelle les médicaments et vaccins d'aujourd'hui et de demain. Cette contribution de Sanofi à la souveraineté sanitaire française passe aussi par l'engagement exceptionnel et le savoir-faire de nos 20 000 salariés en France. Leur compétence est au cœur de notre stratégie. Pour conclure, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, j'aimerais rappeler la fierté que nous avons chez Sanofi d'être une entreprise française, performante, qui rayonne dans le monde. Sanofi a toujours fait le choix de la France. Pour preuve, 3 éléments majeurs. Premièrement, Sanofi n'a jamais fait le choix de la délocalisation. Seulement 5% de nos principes actifs sont sourcés en Asie. Et on relocalise dans la transplantation, dans le diabète. Deuxièmement,
La France, qui représente seulement 4% de notre chiffre d'affaires mondial, concentre 25% de nos effectifs, plus d'un tiers de notre production, un tiers de nos dépenses en recherche et développement, un tiers de nos essais cliniques, des ratios assumés et qui resteront stables dans le temps. Troisième élément majeur, la contribution de Sanofi à la balance commerciale française est excédentaire de 13 milliards en 2023. Cela représente un ratio de 1 pour 7 si l'on compare à nos ventes en France. Autrement dit, pour chaque euro dépensé dans un médicament de Sanofi, la France reçoit 7 euros. Alors la France fait donc une partie intégrante de notre stratégie de long terme, de façon réfléchie, de façon cohérente, et ça repose sur notre histoire, sur notre savoir-faire, et ça évolue selon les besoins des patients. Aujourd'hui, en renforçant l'autonomie de la société Opella, pour lui donner les moyens de se développer, nous faisons à nouveau le choix de la France pour créer 2 sociétés françaises au rayonnement mondial. Sanofi concentré sur les traitements innovants, Opella concentré sur la santé grand public, tous 2 au service des Françaises et des Français. Nous faisons ce choix en conscience, avec un seul objectif, l'avenir de la santé en France. Et je suis bien entendu à votre écoute et là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Je vous remercie pour toutes ces précisions, Madame la Présidente. Je passe maintenant aux orateurs des groupes politiques. Donc pour 4 minutes, réponse comprise de votre part, Madame la Présidente. Donc pour le Rassemblement national, Alexandre Loubet. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de Sanofi France, merci d'être présente aujourd'hui pour répondre à nos questions. Vous faites le choix, donc votre groupe, d'abandonner la production de Doliprane à un fonds américain et en abandonnant effectivement, en cédant votre filiale de santé grand public Opella au fonds CDR, eh bien, vous faites le choix de fragiliser la souveraineté sanitaire de notre pays. Par conséquent, j'aurai 3 questions à vous poser. La première porte sur une déclaration de l'ancien ministre Arnaud Montebourg dans la presse qui a affirmé que la directrice générale de la filiale Opella toucherait le pactole de près de 200 millions d'euros sous forme de management package avec la solution américaine plutôt que la solution française qui ne proposait que, je mets les guillemets, 50 millions d'euros. Alors ma question est donc, pouvez-vous nous confirmer cette déclaration de Arnaud Montebourg et nous confirmer donc, le cas échéant, que la solution américaine de céder ce fleuron stratégique a été dictée par ce management package de 200 millions d'euros. Ma deuxième question porte sur l'ampleur des subventions publiques que reçoit Sanofi. Alors il est bien normal que Sanofi, fleuron national, reçoive des subventions, le soutien de dispositifs publics français. Pouvez-vous nous faire part du montant approximatif que reçoit la filiale Opella de la part du contribuable, étant donné que le contribuable français n'a pas à financer effectivement indirectement le rachat par des groupes américains de fleurons stratégiques. Ma troisième question portera sur la stratégie de votre groupe. Nous sommes effectivement fiers d'avoir un groupe comme Sanofi en France. Votre groupe s'est développé depuis les années 70 essentiellement grâce au soutien de l'État français, mais aussi de nombreux acteurs privés de référence. Je constate effectivement que dans votre stratégie, il y a une volonté de se recentrer sur les médicaments les plus rémunérateurs. Cette stratégie se fait donc au détriment des autres médicaments. En témoigne la vente de la production de Doliprane et d'autres médicaments au fonds américain. Donc pouvez-vous nous confirmer dans votre stratégie que vous vous recentrez sur les médicaments, la production de médicaments les plus rémunérateurs au détriment des autres, ce qui fragiliserait notre souveraineté sanitaire, et que malheureusement cette stratégie se traduit par un désengagement de votre groupe de notre pays. J'ai noté quelques chiffres. En 10 ans, Sanofi est passé de 47 à 26 sites et de 28 000 à 19 000 employés sur notre sol. Je crois que ça traduit bien effectivement le retrait progressif de votre groupe. Enfin, permettez-moi d'exprimer une inquiétude quant aux garanties sociales du rachat par l'américain CDR de la filiale Opella. J'ai souvenir malheureusement que General Electric, en s'emparant d'Alstom, avait assuré à l'État
qu'il créerait près de 1000 emplois. Malheureusement, quelques années plus tard, il en a supprimé 1500. Je vous remercie pour vos réponses. Si Madame la Présidente, pour une petite minute. Essayons en 45 secondes de répondre. Merci pour les questions. Je vais être très claire sur le Doliprane, ça ira plus vite. Il n'y a absolument rien qui change. La production reste sur le site de Lisieux. Il y a du Doliprane aussi à Compiègne. Rien ne change pour le Doliprane. En tout cas, les accusations extrêmement graves qui sont faites aujourd'hui sur une dirigeante femme, c'est complètement faux. C'est grave ce qui est dit. C'est complètement faux. J'aimerais revenir sur le sujet très rapidement des aides publiques. Les aides publiques, le crédit impôt recherche. Quand on parle de crédit impôt recherche, qu'est-ce qu'on fait? On donne des mesures d'attractivité à des entreprises pour aussi investir. Donc le crédit impôt recherche chez Sanofi, c'est 100 millions par an à mettre en regard, ce que je vous disais, de 2,5 milliards investis tous les ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on fait un essai clinique, un patient, c'est 250 000 € en moyenne. Donc si on fait un essai clinique de 1000 patients, c'est 250 millions d'euros. Donc c'est un exemple qui montre qu'aujourd'hui, sur les essais cliniques, le crédit impôt recherche, il sert. Et pourquoi c'est important? Dans le positionnement de la France en Europe, la France décline. La France était numéro 1 dans les essais cliniques, on est passé numéro 3. Donc le crédit impôt recherche, ça sert. Merci. Merci. Maintenant, pour le groupe Ensemble pour la République, Stéphane Vogetta. Merci, Madame la Présidente. Madame Auvray-Duval, présidente de Sanofi France. Compétitivité, attractivité, marge, emploi, souveraineté. Même dans le contexte de notre économie de marché, les enjeux auxquels nous exposent les décisions stratégiques de nos entreprises exigent naturellement une vigilance de la part du gouvernement et des parlementaires. Le choix de Sanofi d'entrer en négociation exclusive avec le fonds de capital risque américain CD&R dans le cadre du processus de recherche d'un acquéreur pour une participation minoritaire au capital d'Opella appelle logiquement notre attention collective, de par le profil stratégique des activités cédées et de la nature de l'acquéreur. La loi française en la matière est claire, notamment le décret Montebourg qui a élargi le champ des investissements étrangers soumis à autorisation préalable. Notre loi impose le respect de procédures menant à une indispensable autorisation préalable de l'État. Dans le cas présent, notre gouvernement a démontré sa détermination à ce que cette procédure soit respectée et a par ailleurs obtenu un accord tripartite sans précédent signé entre Sanofi, l'État et l'acquéreur. Un accord qui offre des garanties fortes, comme vous l'avez dit, sur le maintien des emplois et des sites en France et sur l'approvisionnement en médicaments essentiels pour les Français. Une action qui va donc dans le sens de la protection de nos intérêts nationaux, dans le respect des modes de fonctionnement de nos acteurs privés. À titre personnel, je suis en revanche plus réservé quant à l'entrée de la BPI au capital d'Opella. Cette participation ultra-minoritaire ne donnera pas à l'État de droit de gouvernance significatif, ni n'en empêchera la vente. L'expérience collective nous a d'ailleurs appris que les participations étatiques dans des entreprises privées ne sont pas un usage efficace des fonds publics. À ce propos, je tiens à m'exprimer avec force contre l'idéologie incarnée ici, notamment par Madame la Présidente de cette commission. Non, Madame la Présidente, vous n'allez pas nationaliser Sanofi ni Opella. Notamment parce que nationaliser Sanofi coûterait 130 milliards d'euros à l'État, au bas mot, et que nous pouvons trouver un meilleur usage de nos fonds publics. Oui, cette commission des affaires économiques doit rester une institution qui travaille dans le sens de l'intérêt de nos industries et qui soutient nos entreprises, notamment pour en faire des champions européens. Non, le fait d'entreprendre, de prendre des risques, d'investir, voire même de réussir, n'est pas un crime contre l'humanité. Oui, il existe en France un principe de libre administration des entreprises et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme notamment que la propriété est un droit inviolable et sacré. Pourtant, dès qu'il est question de dividendes ou de cession d'actifs, la gauche anticapitaliste sort de ses gonds. Ce qui explique d'ailleurs l'incapacité chronique de l'État à réduire ou à recentrer son périmètre. Le fait que chaque administration considère sa propre expansion comme un objectif en soi. Pourtant, les organisations privées les plus performantes savent qu'elles doivent redéfinir régulièrement les contours de leur action pour garantir leur agilité. La gauche anticapitaliste, elle, ne peut pas imaginer que l'entreprise cédant un actif puisse utiliser les recettes de cette vente pour innover, pour développer d'autres produits, voire même pour que les actionnaires puissent réinvestir des dividendes dans d'autres entreprises en croissance. Alors, Madame, ma question est la suivante. Entre innovation et dividendes, quelle sera la stratégie d'utilisation des fonds obtenus par Sanofi à travers cette vente? Je vous remercie. Je vous remercie. Chers collègues, je vous remercie de ne pas me prêter, en tant que présidente de la commission, des propos que je n'ai pas tenus ici. Merci. Madame la Présidente.
Je donne la parole à Monsieur Vergrit pour répondre sur la question très précise qui a été posée. Merci. Merci, Monsieur le député, merci. L'utilisation de ces fonds sera en priorité pour servir la feuille de route stratégique de Sanofi qu'évoquait Audrey Duval tout à l'heure, à savoir des investissements dans nos projets de recherche et développement, dans notre outil industriel, dans le lancement de nouveaux produits et, dans un deuxième temps, des opportunités éventuelles de croissance externe, que ce soit sur des rachats de molécules, de partenariats ou d'autres sociétés qui seront cohérentes avec les priorités de nos aires thérapeutiques et de notre stratégie de recherche et développement. Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, Madame la Présidente Mathilde Panot. Merci, Madame la Présidente, pour avoir organisé cette audition et pour votre engagement. Madame la Présidente de Sanofi France, après l'annonce par Sanofi de la vente d'Opella à un fonds d'investissement américain, la colère est grande au sein des salariés de votre groupe. Elle est immense pour celles et ceux qui sont conscients de l'urgence d'agir pour notre souveraineté sanitaire. C'est l'intérêt général du pays qui est en jeu. Et quand nous parlons de souveraineté sanitaire, nous ne parlons pas de prise de participation symbolique de l'État au capital d'Opella, aligner 180 millions d'euros pour 2% de participation au capital. Comme le dit la CGT, ça fait cher payer la place de plante verte. Non, quand nous parlons de souveraineté sanitaire, nous parlons de planification pour piloter la relocalisation en France des principes actifs et de la production de médicaments. Nous parlons d'un pôle public du médicament, seul à même de passer de l'organisation de la pénurie par le marché à une garantie d'accès pour tous les Français. Entre 2018 et 2023, les signalements de rupture ont ainsi été multipliés par 6. Amoxicilline, anticancéreux, insuline et antidiabétique, paracétamol, pilules abortives. C'est la santé et la vie des gens que ces pénuries mettent en danger. À Sanofi, vous êtes guidé par l'obsession de la rentabilité pour les actionnaires. Ces dernières années, vous avez donné l'image parfaite de la prédation du capital financiarisé appliquée à la santé. Depuis 2007, vous avez fermé 21 centres de recherche et de production en France. Vous avez sacrifié la recherche sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, la résistance aux antibiotiques ou encore maintenant sur le cancer. En 17 ans, vous avez supprimé 10 000 CDI et divisé par 2 vos effectifs de chercheurs. La souveraineté sanitaire passe pourtant par la recherche pour préparer l'avenir du pays. En 2024, ce sont 330 suppressions de postes annoncées en avril à Vitry-sur-Seine, Gentilly et Montpellier. Et maintenant, chez Opella, et notamment à Lisieux et Compiègne, 1700 salariés sont dépendants du bon vouloir d'un fonds d'investissement rapace qui s'est illustré par les licenciements chez But et Conforama après avoir promis main sur le cœur qu'il maintiendrait l'emploi. Chaque fois, ce sont des luttes acharnées pour les travailleurs, des vies bouleversées, des mobilités forcées, des savoirs et des savoir-faire qui se perdent. Par contre, Madame von Ongeval, PDG d'Opella, même si vous le niez, elle toucherait la somme écœurante de 200 millions d'euros pour cette vente. Au vu de ces suppressions de postes, cause de souffrance sociale et de perte d'autonomie sur notre santé publique, on pourrait penser que Sanofi va mal, très mal. Pas du tout. Depuis toutes ces années, vous croulez sous les bénéfices et vous pompez l'argent public. Bénéfices nets en 2022, 6,7 milliards d'euros. En 2023, 5,4 milliards d'euros. Toujours en 2023, vous avez versé à vos actionnaires 4,4 milliards d'euros de dividendes. C'était la 29e année de hausse consécutive du revenu par action. Quant au PDG de Sanofi, il perçoit 112 fois le salaire moyen du personnel. La vente d'Opella est la conclusion logique de votre gestion désastreuse. Alors, Madame Duval, j'ai une unique question. Utilisez-vous l'argent public plutôt pour favoriser les plans de licenciement ou pour rémunérer vos actionnaires? Madame la Présidente. Merci pour les questions. Sur un sujet qui est important pour moi aujourd'hui, c'est les salariés. Ça a été répété plusieurs fois. Le processus est clair et on va rentrer dans les jours qui viennent avec un dialogue social dans les jours qui viennent. Et ça n'empêche pas qu'on a eu beaucoup de réunions avec eux où on a abordé ces sujets. Il y a un processus qui arrive d'info, consultation, et on saura être à leur écoute comme on l'a toujours fait. Je passe la parole à Monsieur Charot sur un sujet, je suis médecin moi-même, qui est important, le médicament, et qu'est-ce qu'on fait pour lutter aujourd'hui contre les pénuries. Monsieur Charot. Madame la députée, vous avez mentionné effectivement un point très important, ce sont les pénuries de médicaments ou les ruptures. Notre raison d'être, c'est effectivement de fournir à chaque malade son traitement, et toute situation de rupture, pour nous, est évidemment un échec.
Il faut savoir quand même deux choses. La première, c'est qu'une rupture ne veut pas dire nécessairement un impact patient. Une rupture, c'est une livraison qui n'a pas été réalisée en temps et en heure, mais ça ne veut pas dire que le patient est impacté, parce qu'il y a des stocks dans la chaîne de valeur. Et le deuxième point, c'est que environ simplement 30% des causes de rupture sont liées à Sanofi. Ça veut dire que les 2/3 sont externes à Sanofi. Rupture chez nos fournisseurs, problème de transport ou fiabilité des prévisions entraînant des surventes. Et d'ailleurs, l'année 2022 a été sur ce point-là exceptionnelle. Beaucoup d'actions sont en cours pour améliorer la situation en termes de pénurie. Je voudrais simplement vous donner un chiffre pour m'arrêter. En 2022 et 2023, on était à peu près à 1,5% de volume de rupture sur le total volume vendu en France. Cette année, on est à 0,8. Donc, vous voyez, on a amélioré notre performance d'un facteur 2. C'est pas suffisant. Merci. C'est pas suffisant par rapport aux patients qui n'ont pas leurs médicaments, mais c'est déjà... Merci. Donc, pour le groupe socialiste, Mélanie Thomas. Merci Madame la Présidente. Le combat pour notre souveraineté industrielle et sanitaire ne fait que commencer. Madame la Présidente, au nom des députés socialistes et apparentés, je tiens à vous exprimer notre profonde inquiétude ce matin quant à la cession de votre filiale OPA au fonds d'investissement américain CDR. Cette décision soulève des questions majeures touchant à l'avenir de notre souveraineté sanitaire et à la pérennité de notre industrie du médicament. Post-pandémie, cet enjeu est loin d'être neutre. En août 2020, dans l'objectif de rompre notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères, le président de la République s'était pourtant engagé en faveur de la relocalisation de la production de paracétamol en France. Mon groupe parlementaire partage les préoccupations des salariés du site de Lisieux. À ce titre, une délégation conduite par mes collègues Faure et Delaporte s'est rendue sur place hier pour rencontrer vos salariés, dont nous saluons le savoir-faire. Le précédent d'Alstom General Electric nous a montré les risques associés à ce type d'opération. À terme, suppression d'emplois, démantèlement progressif des activités. Le groupe Clayton, Dubilier & Rice est d'ailleurs connu pour la suppression de 3000 emplois, comme l'a dit ma collègue, et les salariés de But et Conforama s'en souviennent. Madame la Présidente, que dire aux Français, que dire aux salariés de Lisieux lorsque l'on sait que Sanofi et ses actionnaires ont été abondamment arrosés d'argent public ces dernières années ? Vous ne vous exprimez pas au nom de l'État ce matin, mais dans le cadre de la négociation tripartite, vous en êtes le partenaire stratégique. Vous portez donc aussi une responsabilité forte. Vous avez dit sur l'antenne de RTL France, dans une entreprise, personne ne sait où on est à 10 ans. Ces propos sont-ils de nature à nous prouver que vos garanties sont sans faille et que votre objectif principal est bien de protéger la population française? La vente actuelle de votre filiale intervient dans un contexte critique, les pénuries de médicaments dont nous venons de parler. Ces pénuries ont été multipliées par 20 au cours des 10 dernières années, conséquence directe de notre dépendance aux importations. Vendre la production de Doliprane renforce cette vulnérabilité. Les conséquences sont réelles et brutales dans nos pharmacies. Ces pénuries sont vécues comme une injustice profonde, alors que nous avons des capacités de production en la matière. Pour ces raisons, nous avons demandé, au nom de notre groupe socialiste, au gouvernement de procéder au blocage de cette vente aux Américains et au développement d'une politique ambitieuse en reprenant la proposition de loi de Valérie Rabault concernant l'obligation des stocks. Nous considérons que le gouvernement aurait dû aussi apposer son veto à cette vente via le décret Montebourg. Madame la Présidente, 2 questions. Dans le cadre de cette session, pouvez-vous préciser la nature de votre partenariat avec l'État? Est-il seulement associé à titre informatif? D'autre part, dans le cadre de cette session, les députés doivent-ils faire confiance à l'agilité, comme vous dites, du groupe Sanofi? Je vous remercie. Madame la Présidente. Merci, Madame la députée, pour les questions. Je retiens quelques sujets. Le temps, les garanties dans le temps. Je voudrais prendre un exemple parmi l'ensemble des sujets et des grands principes qui sont dans cet accord tripartite avec l'État. Les engagements d'investissement sur les sites. Quand on fait un investissement sur un site industriel, c'est dans la durée. Un investissement industriel, ça prend, Philippe Charot pourrait commenter, des années, parce qu'il faut préparer les sites. Ça prend des années pour que ça soit exécuté. Typiquement, le projet, par exemple, de Sequence en Isère. On l'a décidé, ça prend plusieurs années pour le mettre. Mais c'est surtout, ça dure dans le temps, puisqu'un investissement industriel, ça peut durer 15 ans, 20 ans. Une fois que l'infrastructure, elle est là, c'est de la capacité pour le pays. Et donc, par les investissements qui ont été faits par Sanofi ces 5 dernières années, 90 millions,
Et ceux qui seront faits au travers de cet engagement, c'est dans la durée, puisqu'on va aller au-delà de ces 5 ans. On va aller à 15 ans, à 20 ans. Une fois que les infrastructures sont là, elles restent dans le temps. Je vous remercie. Nous passons maintenant pour le groupe de la droite républicaine à Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente de Sanofi France. Lorsque j'ai été réélu en juillet dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir une belle lettre de félicitations de votre part. Et je vous en remercie. À l'époque, j'avais trouvé cela sympathique, même si je m'interrogeais sur votre soudain intérêt pour le député provincial normand que je suis. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il s'agissait d'un discret exercice de calinothérapie visant à me faire avaler ultérieurement la pilule de Doliprane. Dans cette belle lettre, vous regrettiez que la souveraineté industrielle ait été peu évoquée durant la campagne des législatives. Au regard de la situation actuelle et de la stratégie de Sanofi vis-à-vis d'Opella, soit vous n'étiez pas à l'époque dans le secret des dieux qui tire les ficelles, les dividendes et les stock options, soit votre missive était d'une duplicité cynique. Car aujourd'hui, nombre de Français, à commencer par les Normands, directement impactés par l'unité Doliprane de Lisieux, s'émeuvent de la cession d'Opella et donc notamment de Doliprane à un fonds de pension américain. C'est donc un mauvais coup porté à notre pays, à nos salariés, aux actionnaires français de Sanofi, mais aussi à l'image même de la France. Cette humiliation nationale par Sanofi arrive qui plus est après l'humiliation que votre groupe a infligée à notre pays avec l'immense raté sur le vaccin anti-Covid. Alors que les Américains, les Allemands, les Chinois et même les Russes sortaient des vaccins, Sanofi et la France cherchaient, sans jamais trouver. Quelle honte. Et aujourd'hui, une fois encore, et parce que Sanofi a raté totalement sa stratégie de lutte contre la plus grande pandémie des temps modernes, il faut écoper, éponger et relancer en allant chercher du cash et en vendant les bijoux de famille. Et ce ne sont pas les ridicules 1 ou 2% de BPI, soit 100 millions d'euros ou 150 injectés par l'État sur les 16 milliards de la vente d'Opella, qui vont nous rassurer et rassurer sur le maintien des emplois en France et notamment en Normandie à Lisieux. Madame la Présidente, quand un tel plantage industriel a lieu, quand un pays entier se sent aujourd'hui dépouillé et humilié, ne pensez-vous pas que les stratèges de votre entreprise devraient en tirer toutes les conséquences ? Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci pour la question. Alors, je ne suis pas connue pour faire de la calinothérapie, donc je vais vous répondre. Ce qui est important dans le projet de l'entreprise Sanofi, c'est d'innover et d'apporter des médicaments et des vaccins qui innovent. Bronchiolite, 6 000 hospitalisations évitées l'année dernière pour les nourrissons. C'est une innovation. Et la France a été dans les 4 premiers pays dans le monde à l'avoir dès le premier hiver. Tolibrutinib, une étude clinique dans la sclérose en plaques. Je le redis, sclérose en plaques, c'est la 2e cause de handicap des jeunes dans le pays. On a apporté des résultats d'essais cliniques et maintenant, des patientes qui sont aujourd'hui et qui souffrent vont pouvoir bénéficier de cette innovation. C'est de l'innovation, on n'en parle sûrement pas assez et c'est ça notre mission, c'est notre cœur de notre métier et on continuera à le faire et investir sur les essais cliniques pour ça. On continuera, et parlons de la Normandie, à investir sur l'outil industriel en Normandie mais aussi dans d'autres 9 régions sur les 13 en France. La Normandie, sur les vaccins, il y a Val-de-Reuil, il y a Lisieux, mais il y a aussi Val-de-Reuil, je vous le disais, 250 millions qui ont été investis, c'est de la capacité supplémentaire et on a fait un effort de relocalisation pour la vaccination dans la grippe. La grippe, encore une fois, on doit aller plus loin sur la campagne de vaccination. En France, les plus de 65 ans, il y en a 1 sur 2, un Français sur 2 se vaccine. Les recommandations de l'OMS, c'est 75%. Donc les efforts qui sont faits sur la grippe, sur des territoires comme la Normandie, Sanofi contribue et contribue fortement. Et je tiens à le dire aujourd'hui, le projet Opella, c'est un projet de croissance. C'est une entreprise qui va bien. On a identifié un bon partenaire pour le faire. Donc quand on a un projet de croissance pour une entreprise qui va bien, je pense que c'est un projet gagnant pour la France. Merci. Merci à vous. Pour le groupe écologiste et social, Charles Fournier.
Merci Madame la Présidente, merci d'abord d'avoir organisé cette audition. Je vous en avais fait la proposition, elle me paraissait indispensable au regard de l'émoi qui a été créé dans notre pays par la décision que vous avez prise. Et lundi dernier, vous avez décidé de passer sous giron américain, une marque, une filiale importante, et des marques, alors on parle beaucoup de Doliprane, mais il y en a d'autres, Lysopaïne, Malox, etc., qui sont portées par Opella. Vous nous dites qu'il y a des garanties, et je crois qu'il y a beaucoup de doutes sur les garanties que vous mettez sur la table. Ne serait-ce que parce que vous ne serez plus majoritaire demain. Et donc, vous prenez des garanties sans être majoritaire. Donc, de fait, évidemment, on a du mal un peu à vous croire. BPI, vous le mettez en avant comme étant finalement le rempart contre les risques. BPI, ça sera 1% dans le capital. Et malgré tout, à la fin, ça ne fera que 49% du capital. Donc, vous ne serez pas maître des décisions. Et on le sait, le fonds CDR pourra revendre. Quand le moment venu, ça ne sera pas suffisamment rentable. Et d'ailleurs, l'agence Moody's le montre, les entreprises détenues par des fonds d'investissement ont des taux de défaillance bien plus importants que les autres, de 15% supérieurs aux autres entreprises. Vous dites que vous n'avez pas déménagé avant 5 ans les 2 sites de Lisieux et de Compiègne, et qu'aucun licenciement économique ne pourra non plus avoir lieu sous peine d'une sanction de 100 000 € par emploi supprimé. Mais ça pèse pas lourd, tout ça, face à ce que vous représentez globalement, à ce que représente le groupe Sanofi, 12 milliards, 4,7 milliards de dividendes. Et donc on voit bien que même ces garanties-là, elles sont faibles par rapport à ce que pourrait être une décision dramatique. Et ça a été rappelé, General Electric avait fait des promesses, la main sur le cœur, quand il s'agit des salariés d'Alstom, et on a vu le résultat derrière. Enfin, Opella, c'est que la face d'une cure beaucoup plus sévère de restructuration. C'est un ménage de taille qui a été organisé, c'est le plan Pluton et les suites que vous lui avez donné. Et c'est 15 sites de recherche et développement qui ont été fermés. Je ne vais pas tous vous les citer, mais Elbeuf, Colomiers, Romainville, Vitry-sur-Seine, c'est moins de 5000 salariés qui ont été licenciés dans le cadre de la recherche. Et c'est des secteurs dont vous désinvestissez. Alors vous nous avez dit, on produit toujours des médicaments extrêmement utiles. Bah heureusement. Mais par ailleurs, sur la cardiologie, la neurologie, Alzheimer, les antibiotiques, vous vous désengagez de ces recherches-là. Alors, à travers ça, vous avez touché beaucoup d'argent public. Vous avez dit 100 millions par an, ce qui fait en 10 ans 1 milliard d'intervention du CIR. Mais on peut parler aussi du CICE, où vous avez touché 30 millions par an. Emmanuel Macron avait dit « ce serait une folie de déléguer notre protection, notre capacité à nous soigner ». Agnès Pannier-Runacher avait dit « nous avons confiance en Sanofi pour ne pas délocaliser ou pour relocaliser ». Et finalement, ce qui se passe, c'est plutôt la vente des bijoux de famille. Alors l'État aurait pu agir de manière beaucoup plus stricte, pourrait encore agir en utilisant le décret Montebourg pour s'opposer à cette vente. Et moi, je voudrais savoir ce que vous répondez sérieusement à pourquoi ce choix. Vous le dites, c'est une opération de croissance. Dans le moment dans lequel nous sommes, est-ce que vous pensez que cette opération de croissance, elle est acceptable par les Françaises et les Français quand tout le sujet, toute notre bataille se mène en direction de la souveraineté et notamment la souveraineté de nos médicaments? Et puis, quelle est la prochaine étape de ce plan désastreux? Quand s'arrêtera l'hémorragie du côté de Sanofi? Je vous remercie pour 30 secondes, Madame la Présidente. Faire très vite. Encore une fois, on a une société, Opella, française. Qu'est-ce qui fait la nationalité d'une entreprise? C'est où est son siège, le siège d'Opella est en France. Où est son comité de direction? Le comité de direction d'Opella en France. Où sont les salariés, les 1700 salariés en France? Reste pérennité des sites, pérennité des salariés, pérennité de la production. C'est ce qui fait la nationalité d'une entreprise aujourd'hui. Je le répète, rien ne change et rien ne changera. Maintenant, sur peut-être un mot, Monsieur Vergrit, si on peut compléter par rapport aux questions qui ont été posées très rapidement. Ça fait 4 minutes. Après, vraiment, vous aurez du temps à la fin des interventions. Je sais que l'exercice est difficile. À la fin des interventions des différents orateurs de groupe. Nous en arrivons maintenant au groupe démocrate avec Romain Daubier. Madame la Présidente, je vous remercie de la parole. Oui, j'ai changé de place. Madame Duval, Madame la Présidente de Sanofi France, je vais vous remercier de votre disponibilité et de faire face à vos responsabilités ce matin lors de cette audition face aux députés, sachant qu'on va nécessairement aborder des sujets qui fâchent. À titre liminaire, je voulais rappeler que moi j'étais très fier d'une manière générale quand il y a des entreprises qui sont des leaders mondiaux en France, qui sont des gagnants au niveau mondial. Et j'ai bien noté également toutes vos remarques sur le nombre de salariés en France, sur vos contributions fiscales en France et votre rôle à la solidarité nationale.
Mes questions sont les suivantes. La première, c'est quelle est votre stratégie entre votre impératif de rentabilité, de société mondiale cotée, et votre responsabilité morale de fournir des médicaments efficaces, accessibles à tous, et j'ai envie de dire disponibles. Je ne reviendrai pas ici sur les pénuries de médicaments qu'on a pu connaître en France, qui sont plus dignes de pays en voie de développement qu'une grande puissance mondiale nucléaire avec un siège permanent à l'ONU. Ma deuxième question, c'est vos réflexions que vous avez sur les relocalisations en France. Quelles sont les barrières, quelles sont les perspectives envisageables? Et évidemment, ma dernière question, vous comprenez bien qu'il y a une inquiétude auprès des Français à travers le Doliprane qui fait partie du patrimoine historique français et qui est dans toutes les maisons. Comment on peut rassurer les personnes sur le changement au niveau du capital d'Opella? Parce que derrière, il y a une question de souveraineté sanitaire, de santé publique et également des emplois avec des personnes qui travaillent chez vous et des familles. Madame la Présidente. Merci pour ces 3 questions. La responsabilité, elle passe par les investissements. 2,5 milliards investis par Sanofi en France tous les ans dans la recherche et le développement. On continue à le faire. La responsabilité, elle passe par les investissements sur les outils industriels. 3,5 milliards investis d'ici 2030. On a pris des engagements, on continuera à le faire. Sur la relocalisation, je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Charot. La relocalisation d'un certain nombre de principes actifs fait aussi partie de notre stratégie. On peut citer 4 exemples récents. La relocalisation à Tours d'un médicament appelé Xenon, qui est transféré de la Turquie à Tours. La relocalisation à Ambarès d'un autre médicament qui s'appelle Renvela. Et puis 2 autres relocalisations que Mme Duval a citées tout à l'heure dans le domaine du diabète et de la transplantation. L'un à Lyon-Gerland, l'autre à Aramon. Donc vous voyez, ça fait vraiment partie de notre stratégie de relocaliser un certain nombre de principes actifs, pas simplement des produits finis, en France. Je vous remercie. Alors, je passe du coup maintenant, alors sauf si vous voulez réagir à nouveau, Monsieur Daubié, c'est bon. Pour le groupe Horizon, Thomas Lam. Merci Madame la Présidente. Madame Duval, merci beaucoup de vous être rendue disponible si rapidement pour la Commission des Affaires économiques sur un sujet qui effectivement a fait beaucoup parler de lui. Moi ce matin je voulais parler d'une autre entreprise française, UPSA, qui détient les marques Efferalgan et Dafalgan comme vous devez le savoir. C'est le 2e groupe qui fabrique le paracétamol en France. C'est une PME familiale qui est installée à Agen et qui a vécu 2 rachats successifs, le premier américain et le second japonais. Ces rachats ont permis d'insuffler des moyens financiers dans l'entreprise, qui ont permis notamment des rachats de marques, mais aussi du développement humain et économique de l'entreprise. Donc, en d'autres mots, ces rachats ont permis l'impulsion d'un nouveau souffle à UPSA. Donc chez nous, chez Horizon et Indépendants, notre principale préoccupation est de savoir si l'opération avec le groupe CDR va aller dans le même sens que l'histoire d'UPSA, c'est-à-dire vers un développement de l'entreprise vers de nouveaux marchés, de nouveaux clients qui vont permettre demain de créer, on l'espère, de nouveaux emplois en France et donc de la croissance pour nos territoires ruraux. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci pour la question, Monsieur le député. Ça répond exactement au projet d'Opella. Quand je dis que c'est un projet d'une société qui va bien pour l'aider à se développer, on a par exemple investi chez Sanofi 1,3 milliard pour aider Opella sur une acquisition Quinol de suppléments alimentaires, puisque Opella a besoin de se développer aussi à l'international et notamment aux États-Unis. C'est ce qui a été fait chez Sanofi. Aujourd'hui, cette capacité de soutenir le développement d'Opella face à ses grands concurrents, elle a besoin d'un partenaire. Et c'est ce qu'on a fait. Et je passe la parole très vite à M. Vergrit pour répondre justement en quoi ce partenaire, quelle expérience, comme je disais, sur la santé et la grande distribution, plus de soutenir aujourd'hui des entreprises françaises, est le bon partenaire pour aller exactement dans la direction que vous citiez. Oui, monsieur le député, vous parlez de nouveaux marchés. Effectivement, un des atouts de ce projet avec CDR, c'est en particulier de pouvoir devenir, pour Opella, plus compétitif sur le marché américain, qui est le marché de très très loin le plus important dans la santé, que ce soit la santé grand public ou d'ailleurs l'innovation aux États-Unis. Et effectivement, autant Opella est une société aujourd'hui de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
avec des positions de numéro 1 à 3 dans l'ensemble des géographies du monde, à une exception, celle des États-Unis, où on est bien moins positionné aujourd'hui. Donc du développement, de la croissance qui pourra bénéficier à Opella en France et à son outil de production. Merci. Nous passons au groupe GDR avec le président André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Sanofi a enchaîné les restructurations ces dernières années qui me conduisent à parler de la chronique d'une mort industrielle programmée. Après s'être séparé de sa division de principes actifs, en l'introduisant en bourse sous le nom d'EuroAPI en 2022, Sanofi se sépare à présent à hauteur de 51% de sa filiale dévolue plus particulièrement aux médicaments sans ordonnance. Pour justifier ces opérations, vous venez de nous dire que vous avez besoin d'investir dans la science afin de développer des médicaments innovants. Surprenant lorsque l'on sait que Sanofi est cette année à son 4e plan de suppression d'emplois dans la recherche et le développement en 10 ans. Sur la seule année 2014, 1200 emplois seraient supprimés dans le monde, dont 330 dans la recherche en France, un chiffre qui vient s'ajouter aux 210 suppressions de postes prévues par l'accord gestion des emplois et des parcours professionnels. Pouvez-vous nier, Madame la Présidente, que les destructions de postes se succèdent et s'accélèrent même ces dernières années, malgré des profits conséquents? Dans les faits, ce n'est pas une stratégie de développement que poursuit votre groupe, mais une politique guidée par des logiques de gestion marchande de la santé et non pas, comme vous le dites, par l'avenir de la santé en France. Une logique financière dans laquelle on abandonne les traitements qui rapportent peu pour privilégier ceux qui rapportent gros, sans jamais se soucier de la réponse aux besoins, et les exemples sont légion, je pourrais vous en citer. Revenons à l'accord tripartite intervenu sur la cession d'Opella, qui est présenté comme permettant le plus haut niveau de garantie possible. Dans les faits, l'entrée de l'État au capital d'Opella à hauteur de 1% à 2% via Bpifrance ne permettra pas à ce dernier de bloquer quelque décision que ce soit. Quant au maintien des 2 sites français de production à Lisieux et Compiègne pendant 5 ans au moins, sous peine de sanctions, mais pensez-vous sincèrement que cet engagement de 5 ans puisse effrayer le fonds américain, coutumier de ce type de durée d'engagement? Que représenteraient les sanctions prévues au regard des dividendes versés chaque année par votre groupe à ses actionnaires? Enfin, quelles seraient selon vous les incidences d'un blocage de cette cession tel que notre législation le permet? Ne pensez-vous pas que ce blocage, au contraire, permettrait de consolider le groupe, alors que les cessions successives de l'activité principe active en 2022, de l'activité de distribution en 2023 et maintenant de l'activité grand public transforment de plus en plus Sanofi en une coquille vide? Souhaitez-vous que Sanofi soit une coquille vide? Merci Madame la Présidente pour 1 minute et puis après on passera à une autre phase de réponse globale. Merci pour les questions. Merci Madame la Présidente. Nous sommes guidés chez Sanofi par une seule ambition, répondre aux besoins des patients. Répondre aux besoins des patients, quand je vous parlais de la sclérose en plaques, la 2e cause de handicap des jeunes dans le pays, investir en neurologie, c'est capital pour la santé des Françaises et des Français. Éviter 6 000 hospitalisations quand on connaît ce qui se passe dans les hôpitaux chaque hiver, on ne peut pas dire que ça soit anodin. S'attaquer à développer des vaccins combinés quand on pourrait éviter 50 000 à 100 000 hospitalisations par an, c'est pas anodin. C'est ça qui nous guide. Améliorer la santé des patients et rendre nos systèmes de santé plus résilients. Alors ça nous guide. Après, j'aimerais juste passer la parole à M. Charot en 15 secondes, quand même, sur répondre sur EuroAPI, s'il vous plaît. Oui, monsieur le député, vous avez mentionné EuroAPI. Je voudrais quand même dire ici que Opella et EuroAPI sont 2 sociétés complètement différentes par la taille, par le métier,
par le marché, par la dynamique de chacun des secteurs. Il est vrai qu'EuroAPI a été pénalisé par l'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation du coût des matières premières, qu'il n'a pas pu développer son métier de façonnier comme prévu. A contrario, Sanofi a respecté ses engagements contractuels en termes de commandes et continue de soutenir EuroAPI avec un soutien de 200 millions d'euros supplémentaires, ainsi qu'un engagement en termes de réalisation de capacité de 54 millions. Donc on ne peut pas comparer Opella et EuroAPI. Merci. De toute façon, je vais vous laisser maintenant la parole plus longuement pour répondre à l'ensemble des interpellations. Simplement, je me permets de rebondir, parce qu'il y a eu plusieurs fois l'interpellation sur les plans de suppression successifs sur la recherche et le développement. Je crois que là, il y a vraiment une attente de la part des députés de la Commission. Et puis sur ensuite cet accord qui vient d'être passé, et je crois qu'il y a plusieurs interpellations sur la question des sanctions. Sont-elles vraiment dissuasives à hauteur de 140 millions, si j'ai bien compris, euros maximum? Est-ce que c'est vraiment dissuasif pour éviter toute baisse de production, toute suppression d'emplois, sachant les plans successifs de suppression d'emplois qu'il y a pu y avoir ces dernières années? Je me permets également de rebondir sur la question de la délocalisation, parce que, bon, en tout cas, certains, par exemple, les organisations syndicales disent bien qu'il y aurait des délocalisations depuis un certain nombre d'années sur les fonctions support informatique, par exemple, ou comptabilité en Inde ou en Hongrie. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue-là? Et pour rebondir également sur une question, en tout cas une interpellation qui a été faite sur la question des génériques. Sanofi a-t-il bien obtenu, oui ou non, le fait que Doliprane ne soit jamais inscrit au répertoire des médicaments que le pharmacien peut proposer de remplacer par un générique? Est-ce que là aussi, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et puis, voilà, on va vous laisser plus longuement la parole. Ensuite, il y aura des questions individuelles, donc plus ciblées également. Et vous aurez encore à nouveau la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Et je vais revenir sur un certain nombre de points. Sur le sujet de la délocalisation, je propose à Philippe Charot, dans un instant, de commenter. Il a été utilisé plusieurs fois le mot blocage. Enfin, à quoi bon se mettre dans une position de blocage quand on est en train de parler de développement d'une société française pour rayonner dans le monde? On est sur un projet de croissance, je le répète, d'une société qui va bien pour trouver le partenaire qui va l'accompagner dans ce projet de développement. C'est absolument déraisonnable aujourd'hui de vouloir bloquer un projet de croissance d'une entreprise française. Je suis convaincue que ce projet fait plein de bon sens pour développer cette société, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui et qu'on va continuer à faire, en tout cas en termes de pédagogie, puisque, encore une fois, c'est un projet de croissance. S'opposer à ce projet aujourd'hui va bien au-delà aussi de Sanofi. On est en train de parler d'attractivité de notre pays. On est en train de parler de comment on développe les entreprises de notre pays. Aujourd'hui, on a l'occasion de travailler avec des partenaires pour faire rayonner des entreprises françaises. C'est un sujet aussi d'attractivité de la France. Sur la transformation, Madame la Présidente, je voudrais revenir. Comme toute entreprise, aujourd'hui, on doit se transformer. On doit se transformer parce qu'encore une fois, d'autant plus quand on travaille dans la santé et qu'il y a des milliers de patients qui attendent. Les patients, ils attendent. Il y a une notion de rapidité aussi et d'agilité pour amener nos médicaments et nos vaccins le plus vite auprès des patients. Donc oui, on a besoin de se moderniser. Oui, on a besoin de se transformer. Comment on le fait? On le fait avec, dans le meilleur des cas possibles, avec de l'anticipation, dans le dialogue, dans l'accompagnement, dans la formation de nos salariés, dans la mobilité interne aussi. Il y a des besoins de nouvelles compétences. On doit accompagner, on le fait, on continuera à le faire. Donc on continuera cette transformation. C'est vital pour l'entreprise, mais c'est aussi vital parce que le monde évolue. On ne travaille pas uniquement dans cette bulle française. On doit aussi rester compétitif. On doit être sur les nouvelles aires thérapeutiques. On doit être focalisé aussi sur ce qui doit être fait. Et encore une fois, c'est une question de choix et d'orientation stratégique qu'on assume et qu'on le fait en accompagnement avec nos salariés. Je reviens, avant de venir sur la délocalisation avec M. Charot, sur un point. Vous avez parlé sur le Doliprane et le répertoire des génériques. Pour être inscrit sur ces répertoires, il faut bien évidemment des études d'équivalence. Il en va de la sécurité des patients, sur l'efficacité,
mais aussi sur ce qu'on appelle la sécurité. Il y a toujours cette balance efficacité effet secondaire. Et c'est très important qu'il y ait ces données d'équivalence. Aujourd'hui, il n'y a pas ces données d'équivalence. Mais un point qui est peut-être sous-jacent derrière votre question, Madame la Présidente, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice pour la sécurité sociale, finalement, à répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est le même prix. C'est le même prix pour le Doliprane que les autres entités sur le paracétamol. C'est le même prix. Je passe la parole à Monsieur Charot sur le sujet de la délocalisation qu'on a entendu plusieurs fois. Monsieur Charot, et ensuite je redonnerai la parole parce que je suis désolée, je n'avais pas vu l'inscription, à Monsieur Aloncle, et ensuite on passera aux questions individuelles. Voilà, mais il y aura une dernière intervention de groupe avec Monsieur Aloncle. Donc Sanofi n'a jamais fait le choix de la délocalisation. Sanofi a toujours fait le choix de la France. Quelques chiffres quand même. 1/3 des ressources industrielles de Sanofi mondiales sont en France. 40% de la production mondiale de Sanofi est réalisée en France. Et nous continuons d'investir, Audrey Duval l'a mentionné, 3,5 milliards pour justement adapter notre outil industriel aux molécules de demain. Ça ne veut pas dire que, comme je l'ai pu l'entendre, qu'on laisse tomber les produits matures. Au contraire, on continue de produire ces produits matures sur le sol français, mais on prépare également l'outil industriel pour soutenir notre portefeuille de nouvelles molécules. Et je voudrais également revenir 1 minute sur ce qui a été dit sur les sites de Lisieux et de Compiègne. Parler de délocalisation de ces deux sites n'a aucun sens industriel, aucun sens économique. Ces deux sites font partie intégrante de la stratégie de croissance d'Opella. Ils sont compétitifs. Ils sont dans ce qu'on appelle le top décile, c'est-à-dire ils sont dans les 10% des sites les plus compétitifs au regard de benchmarks internationaux. On a investi dans le passé, on va investir dans le futur. Un chiffre quand même, 94% de la production de Doliprane est réalisée en France, sur ces deux sites, qui sont encore une fois compétitifs. Quel serait le rationnel de délocaliser ces sites? Aucun. Je vous remercie beaucoup. Alors, Charles Aloncle, pour 4 minutes, réponse comprise de Madame la Présidente et de Sanofi. Ensuite, nous passerons aux questions individuelles. Merci. S'il vous plaît, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de Sanofi, je vous remercie pour votre présentation. J'étais en hémicycle pour défendre des amendements, mais j'ai pu le suivre quand même à distance. J'aimerais introduire mon propos déjà en saluant la contribution de votre entreprise à notre pays. Alors qu'en France, il est de bonne guerre de taper sur nos grandes entreprises, voire mieux de les taxer à tout prix. Moi, j'aimerais quand même, en propos introductif, vous dire à quel point je suis fier de ce que vous représentez. Vous êtes une vitrine du savoir-faire français, un grand pourvoyeur d'emplois pour notre pays, avec 20 000 salariés qui œuvrent chaque jour au dépassement de nos frontières technologiques. C'est une fierté pour nous. Et j'estime que c'est parce que vous jouez ce rôle particulier de référentiel pour notre pays que la mission qui vous incombe, vous en serez d'accord, n'est pas seulement celle d'un simple acteur économique. Vous portez en quelque sorte une exigence supplémentaire. Et c'est pour cette raison que, concernant la vente de Doliprane, je serai, au titre du groupe UDR, beaucoup plus nuancé. D'une part, je m'interroge sur ce qui a pu déterminer votre choix de préférer un fonds américain à un acheteur français, même si, évidemment, la presse se faisait écho que ce dernier avait surenchéri. À prix similaire, toute chose égale par ailleurs, le patriotisme économique n'est-il pas, selon vous, une donnée économique majeure à prendre en compte ? D'autre part, je comprends qu'il y a des garanties pour l'emploi. J'espère sincèrement que ces garanties seront plus solides que celles promises par General Electric au moment du rachat d'Alstom. C'est le sens de la question de mon collègue Alexandre Loubet. S'il était besoin de nous rafraîchir collectivement la mémoire, je rappelle que General Electric s'était engagé à créer 1000 emplois nets en 2014 et il n'en a créé que 25 à fin 2018, et ce ne sont pas les 50 millions d'euros d'amende qui l'en ont dissuadé. Pour autant, Madame la Présidente, ma question est plus large que celle de la seule cession de Doliprane. J'ai bien compris que cette opération s'inscrivait dans un plan global de rationalisation autour des biotechnologies qui impliquait de vendre certains actifs en faible croissance. Alors très simplement, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, au regard de votre plan stratégique, notre pays est suffisamment attractif pour accueillir l'ensemble de votre chaîne de valeur? Et sinon, quels seraient vos conseils pour y remédier? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Vaste sujet de l'attractivité de la France en général. Peut-être revenir très rapidement sur le processus qui a permis finalement d'arriver à cette entrée en négociation exclusive avec ce partenaire CDR.
C'est un processus qui a commencé il y a un an. Il y a un an, on a annoncé publiquement qu'on allait aller vers l'autonomie d'Opella. Mais il a été présenté en interne aux salariés depuis plus de 4 ans. Donc en fait, on s'inscrit dans quelque chose qui est programmé pour le développement de cette entreprise. Donc il y a eu ce processus qui a été long, rigoureux. Et à l'issue de ce processus, un conseil d'administration, avec les informations dont il disposait, a pris la meilleure décision autour d'un projet, pas uniquement une offre, un projet de développement de la société Opella. CDR est un partenaire qui va accompagner Opella dans son projet de croissance, je le redis, et on en est convaincu. Sur l'attractivité de la France, c'est important de le redire, parce que le secteur de la santé aujourd'hui, sur l'industrie pharmaceutique, je vous le disais, déclin. Déclin de la France sur les essais cliniques, on passe de la position numéro 1 à la position numéro 3. Déclin de la France sur l'industriel, on passe de la position numéro 1 à la position numéro 6. Donc, le projet de Sanofi aujourd'hui, on l'a illustré à travers différents exemples. À travers les différentes régions de nos sites, sur nos implantations, on investit très massivement 3,5 milliards à horizon 2030 pour monter en capacité technologique à l'échelle, c'est la puissance du groupe Sanofi, à l'échelle sur la production pour gagner en souveraineté sanitaire. Donc oui, il faut continuer d'accompagner les grandes entreprises françaises, il faut continuer ce crédit impôt recherche, on peut dire que c'est rien, 1 million, 100 millions, 50 millions, c'est pas rien. Quand je vous le disais, une étude clinique, un patient en moyenne 250 000 €. Si on veut faire aujourd'hui un essai clinique en France, pour 1000 patients, c'est 250 millions d'euros. Le granulateur dont on parle à Lisieux pour monter la capacité de production de 40%, c'est 20 millions. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer à l'ensemble des interventions individuelles de mes collègues députés. Donc tout d'abord, Julien Gabaron, et je vais prendre au fur et à mesure, évidemment, les demandes. Julien Gabaron. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Bah, si. Ah bah si, voilà, je vous vois. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Ah oui, c'est un problème de micro. Vous m'entendez? Oui, parfait. Madame la Présidente, merci. Madame la Présidente Duval, parlons de confiance. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron, après avoir proclamé que nous étions en guerre, s'alarmait ainsi de notre plus total dénuement en matière d'industrie pharmaceutique. Un dénuement dû à notre politique de délocalisation, tous azimuts, et à la vente en gros comme à la découpe de nos plus beaux fleurons français. En 2014, au jour d'avant, le ministre Macron soustrayait à la France les activités énergie d'Alstom pour les remettre à l'américain General Electric. En 2024, le jour d'après, le joyau pharmaceutique français Sanofi, dont vous avez la charge, cède sa filiale Opella, fabriquant le Doliprane, au fonds d'investissement américain CDR. In fine, plus encore que le jour d'avant, ne pensez-vous pas incarner, Madame Duval, ce jour sans fin du désarmement industriel français et de nos forces vitales? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, ce sera la fin, donc il y a au moins une dizaine d'interventions. Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Alors moi, je voulais juste commencer ma question par dire que j'ai été choqué tout à l'heure, et j'ai été choqué par les propos d'un collègue qui avait des propos très durs sur la recherche et qui se moquait même des soi-disant chercheurs qui ne trouvent pas ou des choses comme ça. Je le dis publiquement, je suis un modeste ancien chercheur. Je trouve, Madame la Présidente de la Commission est aussi un ancien chercheur. C'est assez scandaleux et je suis un peu fatigué d'avoir ces propos de la part de gens qui ne connaissent strictement rien à la recherche. Rapide question donc sur la recherche justement. Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de milliards d'euros représente la recherche chez Sanofi en matière aussi de développement? Quel est l'impact du crédit impôt recherche pour avoir un petit peu des chiffres très précis et objectivés sur votre groupe? Et quels sont aussi les liens avec la recherche académique? Je pense évidemment à nos organismes de recherche ainsi que les universités. Combien de doctorants? Combien vous financez aussi de doctorants? C'est-à-dire de jeunes à qui on aide à faire de la recherche et à faire par la suite leur métier. Donc voilà, ce sont des questions extrêmement simples, simplement pour rappeler que la recherche, c'est quelque chose d'assez important et que ce serait bien dans cette commission qu'on ne passe pas son temps à taper sur les modestes chercheurs français. Merci. Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente Duval, Messieurs les directeurs.
Votre entreprise a perçu 1,5 milliard de crédit impôt recherche en 10 ans. Cet argent public accompagne l'effort de recherche et développement des entreprises françaises. En 2014, 6 500 personnes travaillaient dans la recherche chez Sanofi en France. Aujourd'hui, il n'en reste que 3 000. Je cite l'économiste Frédéric Bizard. Covid-19, l'échec de Sanofi pour trouver un vaccin est lié à son désinvestissement en matière de recherche et développement. 4,4 milliards de dividendes versés en 2023. Madame, en avril 2024, vous avez supprimé 330 emplois dans le département consacré à la recherche contre le cancer. A priori, l'argent du crédit impôt recherche, vous n'en avez pas besoin. 2 questions. Pensez-vous rendre l'argent ? Que pensez-vous de l'amendement visant à recentrer ce crédit impôt recherche sur les petites et moyennes entreprises ainsi que les établissements de taille intermédiaire ? Je vous remercie. Merci. Ensuite, Monsieur Arthur Delaporte. Oui, merci Madame la Présidente, Madame l'autre Présidente. On a eu l'occasion déjà d'échanger en effet sur le site de Lisieux lors de la présence des ministres. J'ai même accompagné Madame Trouvé lundi dernier. Bon, c'est vrai que j'aurais pu visiter le site, mais comme il n'y avait que 2 places, la 3e personne n'a pas pu être admise, c'est-à-dire moi-même. Et j'ai essayé de revenir mercredi. J'avais prévenu 48 heures avant le directeur des affaires publiques de Sanofi qui m'a expliqué que ma présence désorganiserait la production. Je crois qu'aujourd'hui, la production n'est pas désorganisée par la présence d'un parlementaire qui vient essayer de voir comment on fonctionne à Sanofi dans une partie que je n'avais pas eu l'occasion de visiter, mais plutôt par le mouvement social qui est en cours, qui pénalise aujourd'hui, finalement, votre stratégie et aussi a un impact sur votre image. Donc voilà, voyez, je le regrette, je sais que vous organisez une visite Potemkin lundi prochain, mais je ne pourrai pas être présent étant retenu sur le budget de la sécurité sociale, qui est aussi quelque chose qui intéresse notre Assemblée. Je me permettrai donc, juste pour finir, de vous poser 3 questions. Première question, quel est le montant consacré à la rémunération des actionnaires dans les 15 milliards d'euros ? Et le deuxième, quelle est la politique de rachat d'actions de Sanofi depuis 10 ans ? Merci. Alors, ensuite, François Ruffin. Oui, Madame la Présidente, j'écoute votre discours et en vérité, je le trouve obscène et indécent. D'abord, je salue quand même l'exploit littéraire que vous réussissez, puisque vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot actionnaire, pas une seule fois le mot dividende, alors que, évidemment, bien plus que la santé des patients, c'est ce qui vous guide, c'est une stratégie financière, plus de 4 milliards de dividendes reversés cette année, et c'est au nom de cette stratégie financière que, sur les 10 dernières années, on a eu 13 usines vendues ou fermées, 8 laboratoires de recherche fermés, 5 000 emplois supprimés, et que c'est au nom de cette stratégie financière qu'aujourd'hui, on a la vente du Doliprane et compagnie. Et là où ça me paraît obscène et indécent, c'est que vous cachez cette stratégie financière, vous la justifiez au nom des malades, au nom des nourrissons qui souffrent de bronchiolite, au nom des jeunes en handicap qui souffrent de sclérose. Si jamais vous avez la moindre attention pour les jeunes qui souffrent de handicap, la première chose que vous devriez faire, madame, c'est de payer pour les 35 000 personnes qui ont pris de la décapakine malgré eux et qui se retrouvent aujourd'hui souffrant de polyhandicap. Et pour l'instant, ce n'est pas vous qui payez, c'est l'État, ce sont les Français qui payent, parce que vous échappez à vos responsabilités. Merci. Monsieur André Chassaigne. Bon, d'abord, je prends acte des propos tenus par M. Charot là, sur l'investissement de 200 millions d'euros de Sanofi au sein d'EuroAPI. Je précise que c'est sur un plan d'investissement total de 350 à 400 millions d'euros. Mais concernant EuroAPI, si je lis votre feuille de route opérationnelle Focus 27, eh bien, le portefeuille de principes actifs, je lis, c'est un communiqué de presse qu'a fait EuroAPI, serait rationalisé à forte valeur ajoutée, avec 13 principes actifs qui seraient supprimés parce que les marges sont faibles ou négatives, parce que les produits ne sont pas rentables. Et vous parlez même d'une empreinte industrielle rationalisée avec une priorité mise sur les investissements au rendement. Je ne suis pas sûr que ça corresponde forcément aux nécessités de la santé dans notre pays. Ensuite, j'ai une question. Sanofi, Epic, BPI France ont prolongé la durée de leur période de conservation de leur participation jusqu'en décembre 2025 au sein d'EuroAPI. Quels sont les pourcentages de capital détenus par Sanofi et BPI France d'ailleurs depuis l'entrée en bourse du groupe EuroAPI?
Merci. Si ça vous va, Madame la Présidente, je vous propose déjà qu'on prenne cette salve de questions. Je me permets juste de réagir aux propos à la fois de Monsieur Fugit et de Monsieur Pilato pour dire que, bien entendu, dans notre commission, et là je réagis aussi en tant que chercheuse de métier, bien entendu, il est hors de question pour nous de remettre en cause les compétences et le savoir-faire de nos chercheurs, des scientifiques, mais aussi des techniciens, des ingénieurs, etc., qui travaillent à la fois dans le public et dans le privé. Simplement, la question qui est posée ici, vous l'aurez bien compris, c'est la question des moyens, et notamment des moyens humains, puisqu'il a bien été relevé la baisse très forte, quasiment la division par 2 du nombre de personnes et de salariés qui bossent dans la recherche et développement dans Sanofi. Et je crois que c'est là-dessus que vous êtes interpellés en particulier parmi d'autres interpellations. Je vous remercie. Merci. Je vais essayer de retenir un certain nombre de sujets qui ont été abordés. Je commence par la dépakine parce qu'en tant que maman médecin, bien évidemment, nous ne pouvons qu'être sensibles à la situation des familles aujourd'hui en France. J'aimerais aussi rappeler en tant que médecin que la dépakine est un médicament qui est essentiel pour des patients épileptiques et qu'une procédure est en cours, et donc on se pliera bien évidemment à la décision légale finale. Sur le Doliprane, juste rappeler, j'entends beaucoup la BPI. La BPI fait partie d'un des leviers de garantie. Ce n'est pas le seul levier, c'est un des leviers. On n'est pas sur une vente sèche. Sanofi considère que c'est un projet d'investissement, que c'est un projet de développement. Donc Sanofi reste extrêmement présent, quasiment à 50%. Donc on ne parle pas d'une vente sèche. Et je prends le point recherche avant de passer la parole à M. Vergrit et M. Charot sur notamment EuroAPI et la relocalisation. La recherche, et pour avoir moi-même travaillé dans le laboratoire de recherche, je salue le travail des chercheurs qui est fait en France, et donc je peux que faire écho à l'excellent travail qui est fait par leurs chercheurs. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est long, c'est un métier qui nécessite des investissements et qui doit être soutenu. J'aimerais prendre l'exemple de notre portefeuille en recherche. On a 12 molécules. On a 12 molécules qui, demain, peuvent révolutionner la vie des patients dans différentes aires thérapeutiques. On ne peut pas gagner partout. Il faut faire des choix. Et ces choix, ils sont vraiment faits pour les patients, là où il y a des besoins. Et donc, sur ces 12 molécules, pour vous dire à quel point Sanofi fait le choix de la France, ces 12 programmes, il y a systématiquement, dans 100% des cas, des étapes du processus de développement qui seront faits sur le territoire par des chercheurs français. 100%. Sur la partie industrielle aussi, de ces molécules d'avenir pour le groupe Sanofi et donc pour les patients au final, pareil, on a doublé la capacité de biomédicaments avec cette annonce faite à Choose France de 1 milliard sur le site de Vitry en Ile-de-France, parce qu'il y a un besoin de monter en puissance sur les biomédicaments en France. C'est ça qui est finalement la continuité dans le plan de souveraineté sanitaire en France. Je passe la parole tout de suite à M. Charot sur la partie délocalisation et EuroAPI. Merci. Oui, je m'inscris en faux sur le terme de délocalisation ou de désindustrialisation, comme on a pu l'entendre. Encore une fois, Sanofi a fait le choix de la France. Sanofi, c'est 16 sites industriels en France. C'est près de 10 000 collaborateurs sur un total de 40 sites dans le monde. Donc vous voyez que ça représente une part très importante. Et encore une fois, avec une stratégie double. Continuer de produire les médicaments matures à des coûts compétitifs, de façon à répondre aux besoins de santé publique. Et également préparer l'outil industriel aux molécules innovantes qu'Audrey Duval mentionnait, qui seront lancées dans les années à venir. Dans le premier cas, on peut citer par exemple Plavix, Aprovel, Multac, dont les volumes mondiaux sont produits en France, sur nos sites de Sisteron, d'Aramon, d'Ambarès ou de Tours. Le Lovenox, qui est produit en France, sur les sites d'Utrecht, de Maison-Alfort et de Ploermel, ou les vaccins, bien sûr, avec les sites de Marcy-l'Étoile et de Val-de-Reuil et l'investissement grippe qu'Audrey citait. Mais c'est également préparer l'outil industriel de demain, avec tous les investissements qui ont été faits dans les différentes plateformes technologiques nécessaires pour soutenir ce portefeuille de médicaments innovants. Dans la chimie et la pharma solide, on mentionnait l'investissement de 60 millions à Sisteron. Dans les biologiques injectables, on citait Vitry, mais également il faut citer le site d'Utrecht, qui devient un site majeur en France dans le remplissage aseptique des biologiques, et puis toute la chaîne de valeur des vaccins mRNA, avec un centre d'excellence à Marcy-l'Étoile, mais également Modulus à Neuville et Val-de-Reuil. Donc vous voyez que non seulement on continue de produire les médicaments matures pour soutenir les besoins des patients
et de santé publique à des coûts compétitifs et en France, et on exporte une grande partie de ces volumes à l'étranger, mais on prépare l'outil industriel français de demain pour soutenir notre portefeuille de nouvelles molécules. Quant à la question d'EuroAPI, si je puis me permettre, je ne peux pas commenter la décision d'EuroAPI d'arrêter un certain nombre de productions qui n'est en rien lié d'ailleurs à une demande de Sanofi. Hein. C'est leur choix industriel. Et pour répondre à votre question sur le capital, Sanofi possède 30% du capital d'EuroAPI. Monsieur Vergret. Oui, monsieur le député, pour votre question sur la recherche, et vous demandiez un petit peu quelques chiffres, quelques précisions, je souhaite rappeler que l'enveloppe de budget annuel de recherche et développement de Sanofi, c'est d'un peu plus de 7,5 milliards dans le monde, qu'on a décidé d'augmenter récemment pour soutenir les programmes sur nos 12 molécules clés qu'évoquait Audrey Duval. En France, donc, c'est un peu plus de 2,5 milliards, un tiers, comme on l'évoquait. Et effectivement, ça passe également par un nombre de partenariats très importants avec des acteurs académiques, publics et ou privés. On a environ un peu plus de 100 partenariats en France qui sont du Sanofi public, Sanofi privé, enfin, ou tripartite. On peut citer le Paris-Saclay Cancer Cluster dont on a parlé récemment. Et ces partenariats sont de nature différente, mais effectivement, on s'appuie énormément sur l'écosystème. Et vous le savez, dans la recherche, c'est en se nourrissant mutuellement qu'on progresse. Donc ça, c'est sur la partie du budget R&D. Je voudrais quand même préciser sur le crédit impôt recherche, a été cité 1,5 milliard sur 10 ans. Non, c'est 1 milliard, puisque c'est environ 100 millions par an, à mettre en regard de notre investissement de 2,5 milliards annuels dans la recherche en France. Et c'est effectivement un enjeu d'attractivité et de compétitivité qu'on évoquait. Je vous remercie. Dans ce cas, je vous propose maintenant de passer à une deuxième série de questions, de la part de députés qui n'ont pas encore pris la parole. Monsieur Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les directeurs, petite mise en perspective, le gouvernement a autorisé le rachat de 135 entreprises sensibles par des investisseurs étrangers en 2023, en dépit du décret relatif aux investissements étrangers en France, et notamment en raison 1. de la faiblesse de nos outils d'investissement en capital, 2. d'une certaine irresponsabilité du court-termisme de grands donneurs d'ordre français, dont dépendent souvent des filières entières, et surtout 3. de la volonté d'éviter des dégâts médiatiques à court terme, plutôt que de restructurer effectivement les entreprises concernées. Résultat, notre propriété intellectuelle et nos contrats commerciaux sont siphonnés par des entreprises prédatrices, souvent en situation de dumping normatif, social, fiscal et budgétaire. Les fermetures s'enchaînent aux frais du contribuable, mais à retardement, le ministre ayant accepté la transaction étant alors plus en poste, l'honneur est donc sauf. Comment demander à une entreprise d'être patriote si l'État peine lui-même à l'être? Ne nous trompons pas de coupable. Ma question est donc la suivante. Quel regard portez-vous relativement à votre responsabilité sur la filière vis-à-vis de vos sous-traitants? Je vous remercie. Ensuite, Charles Rodwell. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci Madame la Présidente Trouvé. Madame la Présidente Duval, merci d'être avec nous ce matin. Avec 70 collègues, nous nous sommes mobilisés il y a 10 jours pour interpeller le gouvernement sur le bien fondé ou non de cette opération. Nous sommes heureux que le gouvernement ait engagé toutes les procédures de contrôle sur les investissements étrangers pour cette opération. Et selon nous, 3 enjeux majeurs doivent guider l'issue de ce contrôle et je vous les pose. Le premier, pourquoi Sanofi s'est-elle opposée au départ à l'entrée de la Banque publique d'investissement au capital d'Opelia? Deuxièmement, si la vente se poursuit, comment Opelia assurera-t-elle l'approvisionnement prioritaire du marché français? Rappelons les doutes en la matière qui avaient été exprimés par le directeur général Paul Hudson et les pénuries sur le marché français il y a 2 ans. Troisièmement, si la vente a lieu, les 15 milliards d'euros de recettes engendrées seront-ils investis dans l'industrie française et dans l'innovation en France? Je vous remercie. Je vous remercie. Ensuite, Mathilde Digné. Oui, merci Madame la Présidente Duval. CDR a supprimé quelques 9000 emplois dans la chaîne de distribution britannique Morrison, dont il est le principal actionnaire. Les salariés de la branche Opella de Sanofi ont donc de quoi s'inquiéter. Alors, Madame la Présidente Duval, vous avez parlé de dialogue social, mais un dialogue social pour dire quoi aux salariés? Que vous allez trouver la meilleure façon de les licencier ou bien que vous allez leur donner des garanties sur le maintien de leurs emplois? Je vous remercie. Merci. Damien Maudet.
Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez rappelé que les Français sont attachés au Doliprane, médicament phare dans nos pharmacies. D'ailleurs, ils bénéficient d'une exception à ce titre, puisque c'est un des seuls médicaments, si un médecin le prescrit ou la pharmacie ne peut pas prescrire de générique. Donc enfin, la libre concurrence, ça arrange les gens quand ils le veulent. Contre tout patriotisme, vous le vendez aux Américains. La priorité sera évidemment pas d'approvisionner correctement les Français. Vous dites qu'il n'y a aucun risque sur l'emploi, la production et la recherche. Vous dites qu'il est impensable de délocaliser Sanofi de délocaliser alors que Sanofi est le premier partenaire de relocalisation. Mais comment on peut vous faire confiance? En 10 ans, 1 milliard de crédit impôt recherche, vous avez supprimé la moitié des chercheurs. Pendant la crise Covid, contre tout patriotisme à nouveau, vous alliez vendre le vaccin aux Américains. L'État vous donne 200 millions. 10 jours plus tard, vous annoncez 1000 suppressions de postes en France. Et aujourd'hui, la seule garantie que nous avons, c'est la prise de participation de 2% de l'État. Et les syndicats disent eux-mêmes que ça équivaut à s'offrir une place de plante verte. Et en même temps, c'est 4 milliards de dividendes et Sanofi est devenu une machine à cash. Donc Madame la Présidente, après cet historique, pourquoi devrions-nous croire aujourd'hui vos nouvelles promesses? J'ajoute une question. Sekens, sous-traitant d'Opella, doit exploiter l'usine de production de paracétamol en Isère que Emmanuel Macron et vous présentez comme le grand projet de relocalisation pharmaceutique en France. Or, si les Américains décident de changer de fournisseur, la viabilité de cette usine sera clairement compromise. Vous annoncez un accord avec eux sur le sujet. Combien de temps va durer cet accord? Et enfin, sur la dépakine, vous avez été condamné 2 fois. Il s'agirait peut-être aujourd'hui de payer l'amende. Merci. Ensuite, Stéphane Vogetta. Oui, merci. Je me permets de reprendre la parole puisque sur la question que j'avais posée lors de mon oration, la réponse n'avait pas été complète. Et d'ailleurs, mon collègue Delaporte, avec sa sagacité habituelle, avait relevé que vous aviez effectivement répondu sur le réinvestissement dans les activités, les produits stratégiques, mais pas complètement sur le pourcentage des fonds levés grâce à cette vente qui seraient utilisés pour votre politique de dividendes. Or, je lisais sur la page de politique, en tout cas de relations investisseurs de Sanofi, qu'il y a 2 ans, vous expliquez que la politique d'allocation du capital de l'entreprise restait inchangée et que Sanofi prévoyait de maintenir un dividende en croissance progressive conformément à sa politique de dividende historique. Ma question est, la vente partielle de Opella va-t-elle modifier cette politique de dividende? Le dividende par action de Sanofi va-t-il s'accroître? Y aura-t-il une distribution exceptionnelle suite à cette vente ou bien un programme de rachat d'actions? Tout simplement une indication chiffrée de la proportion des bénéfices qui seront redistribués aux actionnaires. Merci. De toute façon, je crois que je rebondirai sur les questions qui sont restées en suspens pour réintroduire votre dernière séquence de réponses. Monsieur Frédéric Weber. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de Sanofi France, votre entreprise est un fleuron. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut être socialement et économiquement responsable et patriote. Vous avez été dans le top 3 en 2022-2023 des entreprises redistribuant le plus aux actionnaires. Alors, une question, quid de votre programme de rachat d'actions pour 2024? Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous allons, la représentation nationale, discuter justement d'une taxation du rachat d'actions. Aujourd'hui, le gouvernement proposerait une taxe à 8%, la gauche, je pense, entre 90 et 100%, et le Rassemblement national à 33%, qui est pour nous un juste équilibre. Qu'en pensez-vous? Merci. Et ensuite, Hervé Delepinot. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Duval, permettez-nous d'être inquiets puisque nous savons que dans le dispositif de cession, il y a M. Alexis Collère, véritable tour de contrôle élyséenne. Et sachez que la représentation nationale a toujours des blessures qui ont du mal à se cicatriser. Elle s'appelle Technip, elle s'appelle Alstom. Et il y a également une myriade de pépites françaises qui sont parties à l'étranger sous la gouverne de ce monsieur. Vous avez tout à l'heure fait un démenti catégorique aux propos d'Arnaud Montebourg, s'agissant du management de package de 200 millions qu'il attribue à la dirigeante d'Opella. Ma question est très simple. Est-ce que vous entendez attaquer M. Montebourg en diffamation pour que les choses soient définitivement clarifiées? Je vous remercie. Donc, Madame la Présidente, je voudrais reposer quelques questions pour lesquelles j'ai... il y a encore une demande de Monsieur Benoît. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai été inscrit, mais je crois que mon tour de parole a été sauté. Madame Duval, je vous ai écouté avec attention, mais le discours que vous tenez, nous l'avons déjà entendu des dizaines et des centaines de fois. Stratégie d'investissement, besoin de financement, vente à un fonds étranger, garantie apportée par le fonds étranger, et bien souvent, cela se termine par délocalisation. Certains de mes collègues l'ont déjà évoqué. Il y a 10 ans, Alstom était vendu à General Electric. Aujourd'hui, 10 ans après, dans mon département, nous les voyons, après avoir récupéré des compétences, des brevets, délocaliser la fabrication des éoliennes offshore aux États-Unis
Privilégions le marché américain au marché européen. Mes questions sont donc les suivantes. Pensez-vous vraiment qu'un engagement sur 5 ans soit suffisant? Deuxième question. Nous observons déjà des tensions sur le marché du médicament avec parfois des pénuries dans nos officines. Ne pensez-vous pas que le secteur du médicament devrait être davantage protégé? Qui imaginerait par exemple l'industrie de la défense passer sous tutelle étrangère? Ma troisième question, je peux comprendre votre besoin en investissement. Cependant, quelles sont vos garanties sur le réinvestissement dans l'innovation? Pourquoi n'avez-vous pas trouvé un investisseur public ou privé français? Était-ce pour vous un sujet de préoccupation? Merci. Je vous remercie. Donc, je me permets de rebondir pour, peut-être parce qu'il y a plusieurs fois cette question-là sur les 15 milliards issus de la vente au fonds d'investissement américain. Donc, qu'en est-il de ces 15 milliards? Quelle part va aller notamment vers les dividendes, vers les actionnaires? Et plus globalement, je crois que la question a été posée sur est-ce que ça modifie ou pas votre politique vis-à-vis de la répartition des bénéfices, et notamment vis-à-vis des dividendes, puisque l'on sait qu'il y a eu 4 milliards versés aux dividendes l'année dernière. Donc ça, c'est une première série, je crois, d'interrogations de la part des députés de cette commission. Deuxième série d'interrogations, il me semble vraiment forte, c'est la question du maintien des emplois au regard de l'expérience des dernières années. Et donc, on l'a vu, on l'a écouté, et je crois que ça n'a pas été contredit, le fait que, par exemple, Sanofi a perdu, en tout cas, il y a 2 fois moins d'emplois dans la recherche et développement par rapport à il y a 15 ans, c'est ça. Donc, voilà. Que va-t-il en être après, évidemment, la vente au fonds d'investissement américain? Pouvez-vous, et ça a été demandé plusieurs fois, vous engager formellement devant la représentation nationale à ce qu'au-delà des 5 ans, il n'y ait pas de suppression d'emplois et de diminution de la production, notamment du Doliprane, avec une question spécifique qui a été posée aussi vis-à-vis du contrat de long terme avec Séquence, c'est-à-dire en parallèle, il y a une relocalisation souhaitée de la production du principe actif. Est-ce que oui ou non, il y aura bien de la part de Sanofi un approvisionnement auprès de cette usine-là? Et je crois que c'est très important pour nous, députés, d'avoir une réponse là-dessus, si vous engagez bien au-delà des 5 ans sur cette fourniture. Et puis, ça a été redemandé par un de mes collègues, quid de la question des génériques, puisque vous avez déployé un certain nombre d'efforts pour éviter l'inscription du Doliprane au répertoire des médicaments susceptibles d'être remplacés par un générique. Plus globalement, une politique, je pense, qui est assez reconnue d'usage offensif des brevets à travers des contentieux réguliers. Et de ce point de vue, n'y a-t-il pas potentiellement une remise en cause de l'accès pour tous aux soins? Et est-ce que ça n'a pas, mais vous y avez en partie répondu, est-ce que ça n'a pas des répercussions, mais pas seulement sur l'affaire du générique et du Doliprane, mais plus globalement cet usage intensif des brevets? N'y a-t-il pas des répercussions aussi pour les coûts de l'assurance maladie, sachant, vous le savez, chers collègues, que nous sommes en plein débat budgétaire. Donc c'est évidemment une question qui nous est extrêmement chère. Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses à l'avance, Madame la Présidente. Merci pour les questions et merci de nous donner l'opportunité d'y répondre. Je vais passer dans une seconde la parole à M. Vergrit sur notamment la politique des dividendes et finalement ce qui sera fait de cette opération. Peut-être pour revenir de façon extrêmement claire, et je pense qu'on ne le redira jamais assez, il n'y a pas de problème d'emploi, il n'y a pas de problème de production. Donc je garantis l'emploi sur les sites de Lisieux, sur les sites de Compiègne. Nous garantissons au travers de cette opération la production de ces médicaments sur ces sites. Ça a été dit, mais je pense que c'est important de le répéter, ces sites français sont stratégiques pour le groupe Opella. Donc les sites et les salariés sont stratégiques et ça fait pleinement partie de cette feuille de route stratégique de développement d'Opella. Donc on est vraiment sur un maintien des sites, un maintien de l'emploi, un maintien de l'outil de production. Sur la durée des 5 ans, moi je ne commande pas sur finalement ce qu'il y a dans ce communiqué de presse qui a été fait par le gouvernement. Oui, on est de façon tripartite tous ensemble mobilisés pour l'exécution de ces garanties. Encore une fois, il y a un processus qui va se mettre en place. Ce qui est important, n'oubliez pas, c'est ce que j'ai dit,
avant, c'est-à-dire que quand on investit sur un site, c'est pour un temps long. Donc tous les investissements qui seront faits dans les 5 années qui viennent vont avoir un impact bien au-delà de ces 5 années. Donc tous les investissements industriels sont pour du long terme, du 15 ans, du 20 ans. Donc je passe la parole à M. Vergrit sur la partie politique des dividendes et puis sur aussi cette opération et ce qu'il en sera fait pour le groupe Sanofi. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci, messieurs et mesdames les députés. Donc, je le rappelle, cette opération, on parle donc d'une valeur d'entreprise d'un peu plus de 15 milliards. Donc, Sanofi va en garder un peu moins de 50%. Donc, la somme dont bénéficiera Sanofi, ce ne sont pas ces 15 milliards. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'opération est en cours. Elle doit s'exécuter, se terminer. Donc, c'est un peu tôt pour être précis sur l'allocation de telle ou telle partie de ces fonds sur les différentes priorités. Ces fonds devront arriver probablement deuxième trimestre 2025, mais je le redis, l'objectif premier, c'est une opération de développement et de croissance, ce n'est pas une opération financière. Donc notre première priorité, c'est l'investissement organique dans notre recherche et notre outil industriel. La deuxième, des éventuelles opportunités d'acquisition et de croissance externe. La troisième, retour aux actionnaires, s'il y a, oui. Mais encore une fois, le préciser sera un peu plus tôt. Je voudrais préciser sur notre politique de distribution de dividendes, vous y avez fait allusion. Ça fait partie de la vie des entreprises. Il est normal que les actionnaires voient leur investissement justement rémunéré. Néanmoins, notre politique chez Sanofi, c'est de considérer que notre politique de distribution de dividendes doit être en ligne avec ce qui se pratique chez nos concurrents européens, de manière à rester compétitif. Merci. Peut-être un point complémentaire sur deux questions qui ont été posées sur nos collaborations avec nos sous-traitants et sur Sequence. Et la priorité aussi de fourniture du Doliprane. Je voudrais vous rappeler que le Doliprane est un produit quasi exclusivement français, fabriqué en France et quasiment uniquement pour les Français, puisque 97% des volumes de Doliprane sont vendus en France. Donc il n'y a pas de sujet en termes de priorité de fourniture, puisque c'est un produit exclusivement français et qui continuera de l'être. Maintenant, sur la question avec Sequence, la réponse est oui. Nous sommes partie prenante du projet avec, Sequence de relocaliser en France la production du principe actif de paracétamol. On est d'ailleurs le principal contributeur dans cet investissement et on en est fiers, ce qui permettra d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur en France, du principe actif au produit fini, et ces engagements seront maintenus dans le cadre de la session d'OPA. Je vous remercie. Je vous redonne la parole, Madame la Présidente. Je vois qu'il y a certains collègues qui souhaitent avoir peut-être, si c'est possible, une réponse plus précise en ce qui concerne les 15 milliards d'euros, puisque ça a été posé par plusieurs groupes parlementaires, donc je me permets d'insister de ce point de vue-là, sur les 15 milliards d'euros qui ressortent de cette vente. Est-ce qu'on peut avoir une réponse plus précise sur ce qui sera versé, sur la répartition, si vous voulez, y compris vis-à-vis des actionnaires. Voilà, j'arrêterai là, simplement, je me permets de relancer de ce point de vue-là et je vous donne la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je le dis, c'est trop tôt, aucune décision n'a été prise et elle devra l'être au moment opportun, donc je ne peux malheureusement pas vous donner plus de précisions à ce titre puisque la décision n'a pas été prise. Et ça fait office, comme vous le savez, de décision de conseil d'administration ou d'assemblée générale. J'aimerais revenir sur quelque chose qui a été dit, qui est extrêmement grave. Toute accusation infondée sur une dirigeante, une femme dirigeante, est absolument inadmissible pour nous. Ça a été démenti. Et donc, on considère que c'est extrêmement grave ce qui peut être dit aujourd'hui sur des dirigeants français. Alors, attendez, s'il vous plaît, exceptionnellement, parce que j'ai encore 2 demandes de députés qui ont déjà posé des questions. Si vous en êtes d'accord, je vous redonne la parole pour 1 minute à Monsieur Delépinot et Monsieur Vogetta, parce que je crois que c'est votre souhait, si ça vous va, donc de manière exceptionnelle. Et ensuite, je vous propose qu'on clôt et que vous puissiez répondre autant que vous le souhaitez. Monsieur Delépinot. Oui, vraiment, merci Madame la Présidente pour la manière dont vous menez les débats. Madame la Présidente Duval, l'intérêt du procès en diffamation, c'est que ça permet à celui que vous allez amener à la barre d'administrer ce qu'on appelle l'offre de preuve. Donc soit M. Montebourg, en responsabilité, il était ministre de l'Industrie, a les éléments de preuve et il les produira à la justice, ou bien il ne les a pas et vous le ferez condamner et vous laverez l'honneur de votre directrice. Attendez, juste une dernière question de la part de Monsieur Stéphane de Vogetta, et ensuite je vous donne la parole autant que vous le souhaitez. Merci, on clôturera cette audition.
Oui, juste pour conclure sur le sujet des dividendes, alors je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de chiffres précis. Moi, je prends simplement que sur les 7 millions, vous nous donnez 3 priorités, les 7 milliards, pardon, de cash flow, vous nous donnez 3 priorités, réinvestissement dans de nouveaux produits, acquisition éventuelle de compagnies qui soient complémentaires, et ensuite rémunération des actionnaires. Donc, si c'est la 3e priorité, je comprends que ça serait éventuellement inférieur à un tiers, en tout cas, c'est ce que je garde en tête. Bon, ceci étant, vous ne l'avez pas dit, mais c'est ma conclusion. Par ailleurs, je pense que vous avez oublié un des usages de ces fonds. Et, a priori, vous vendez à une plus-value comptable. Et donc, il y aura aussi un impôt sur la plus-value qui sera, j'imagine, réglé sur cette opération, en faisant l'hypothèse que vous vendez effectivement à cette valorisation de 15 milliards de valeur d'entreprise. Je vous laisse la parole maintenant, Madame la Présidente ou Messieurs les directeurs, autant que vous le souhaitez. Puis ensuite, il sera temps de clore cette audition. Merci. Alors, encore une fois, hein, je vous laisse la responsabilité de la répartition, parce qu'effectivement, ça n'a pas été décidé. Et effectivement, il y aura probablement une plus-value qui fera l'objet d'une taxation. Ça fera partie, bien sûr, du schéma au débouclage de l'opération, qui, encore une fois, je le rappelle, est prévu au 2e trimestre 2025. Merci pour cette précision. Peut-être revenir, si ce n'était pas suffisamment clair. Toutes les options sont explorées sur ce sujet. Il est absolument impensable d'avoir des propos diffamatoires sur un salarié de l'entreprise. Absolument inacceptable. Je vous remercie. Eh bien, il me reste à clore cette audition, à vous remercier d'abord d'avoir accepté cette audition. Voilà, je crois que c'était important pour nous, députés de la Commission des affaires économiques, d'avoir cet éclairage dans un moment, vous le savez, évidemment, où il y a des inquiétudes, mais voilà, où nous avons pu vous questionner, vous interpeller sur cela. Ça nous semble très important. Je vous en remercie à nouveau. Et je vous souhaite un bon appétit. Rendez-vous pour les commissaires à 15h30 pour l'avis budgétaire sur les investissements d'avenir qui peuvent d'ailleurs vous concerner. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs.